Bonjour à tous, je suis Thibaut Després, je suis doctorant donc, à l'INRIA, donc la même équipe que Talula et Mehdi. Donc moi c'est la troisième année que je participe à ce séminaire. Donc je vais essayer de ne pas redire les mêmes choses qui ont déjà été dites les années précédentes. Je pense par exemple au modèle de Vio qui avait été très bien détaillé par Timothée l'an dernier et d'autres modèles qui s'y apparentent. Donc je vais essayer de me focaliser sur mes dernières activités de cette année. Alors je vais quand même commencer sur un petit rappel sur ma thèse pour remettre le contexte. Et ensuite, je vais m'attarder aux trois expérimentations que j'ai menées cette année et finir par quelques petites perspectives. Alors, ma thèse, conception et évaluation de kits robotiques pédagogiques, qui s'articule autour de différents acteurs, donc le projet Poppy Éducation que Talula vient de présenter, Persévérons que vous connaissez tous bien sûr, et les établissements scolaires en eux-mêmes, puisque c'est un acteur à part entière qui a ses propres contraintes et ses propres objectifs aussi. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on appelle donc un kit robotique pédagogique? C'est vraiment un ensemble de choses. C'est à la fois des ressources matérielles et des ressources pédagogiques, mais qui vont s'exprimer au travers d'un enseignant qui s'est formé ou a été formé à l'utilisation de ces technologies pour pouvoir ensuite le distiller au sein de sa classe. Donc c'est vraiment tout un système qui se met en place et avec différentes interactions internes. Donc c'est pas juste un petit robot comme ça à construire. On pense au kit, la table Ikea en kit. Voilà, c'est quand même plus complexe que ça. C'est d'autres choses qui viennent s'y greffer. Autour de la conception, donc on est sur une conception participative. Dans les premières années, donc on avait avec différents enseignants développé le kit Ergo Junior, donc le petit bras articulé, donc qui aujourd'hui est distribué par notre partenaire Génération Robot sous forme de kit à monter. Voilà. Du côté de l'évaluation. Alors du côté de l'évaluation, du départ, je prenais deux axes principaux qui comprenaient dans un premier temps donc ce que j'appelle les protocoles écologiques, donc c'est-à-dire directement dans la classe sans intervention particulière du chercheur, donc vraiment dans un contexte le plus réel possible, et en opposition donc un protocole dit plutôt expérimental. Typiquement ce qu'on a pu faire par exemple avec Talula, où des élèves viennent sur une journée à INRIA, où nous-mêmes nous déplaçons dans des établissements pour mener des expérimentations en tant que telles. Donc là avec la participation du chercheur et un certain nombre de contraintes associées. Pour le protocole écologique, alors il y a pas mal de choses qui ont été définies, qui ont été resynthétisées au travers d'une page web, et ceci pour faciliter l'accès au niveau des enseignants aux différentes ressources qui leur sont fournies, donc typiquement des activités, des questionnaires ou ce genre de choses. Je ne vais pas en dire beaucoup plus du protocole écologique pour deux voire trois raisons principales. Qui se traduisent par ça en fait. Ça a été juste un gros fail. Alors pourquoi? Dans un premier temps, l'an dernier, ça a été très compliqué. On n'a pas pu intervenir dans l'établissement scolaire car on était en fait en attente des accords des différents comités d'éthique. Donc ça, c'est pour l'année dernière. Pour cette année, ça a été différent. Donc on avait l'accord des comités d'éthique. Cependant, avec la réforme du bac, les enseignants qui étaient là avec nous depuis le début avaient un petit peu autre chose à faire que de s'occuper de nos expérimentations. D'autant que le profil de ces enseignants était un petit peu particulier puisqu'ils étaient là avec nous dès le départ. Donc c'est un peu aussi un profil de personnes qui cherchent un petit peu l'innovation. Et du coup, forcément, au fur et à mesure des années, l'innovation qu'ils pouvaient trouver sur le projet pouvait disparaître au profit de d'autres projets intéressants qui pullulent dans les sciences du numérique actuellement. Et donc le travail aussi qu'ils devaient faire pour reformuler les différents modules qu'ils avaient mis en place pour les sections ISN, ICN par exemple, qui aujourd'hui ont disparu au profit d'autres sections.
Donc, moi, je vais plutôt vous parler aujourd'hui donc des protocoles expérimentaux que j'ai menés. Donc, on en a créé, enfin, on en a développé un paquet. On a pu en réaliser 3 concrètement, dont 2 qui sont toujours en cours d'analyse. Donc, les voici. Donc je vais commencer par donc une comparaison entre le Timio et l'Ergo. Donc là, on s'est intéressé donc aux questions d'utilisabilité et d'expérience utilisateur que pouvait avoir donc un adulte novice en programmation. C'était pas des enseignants pour ces expériences, c'était pas des enseignants à proprement parler, c'était des adultes qui étaient insérés dans un parcours de formation, en formation continue, où s'est intégrée justement cette sensibilisation à la robotique au travers des 2 robots Timio et Ergo. Et donc on a utilisé le SUS et l'attractif pour évaluer l'utilisabilité, expérience utilisateur. Alors donc je dis donc comment ça s'est déroulé. Ça s'est déroulé sur 2 sessions qui comprenaient à chaque fois 16 personnes. Ces 16 personnes se répartissaient par groupe de 2. Le matin, ils travaillaient tous donc sur le robot Timio avec la suite d'activités EniRobot qu'on a évoquées ce matin. Alors en réalité, c'est pas la suite complète, hein, c'est certaines, on l'a un petit peu condensé pour pouvoir le tenir en 3 heures. Mais elle se terminait par le labyrinthe, j'y reviens après. Et l'après-midi, donc consacré au robot Ergo Junior, donc, qui est plus complexe que le robot Timio. Donc l'idée était d'avoir une progression tout au long de la journée de la difficulté, comme dans le cadre d'une formation classique. Et donc en fin de matinée, il passait un SUS et un attractif concernant le robot Timio, et en fin d'après-midi, il passait un SUS et un attractif par rapport au robot Ergo Junior. Alors, au niveau du matériel, donc le robot Timio propose un langage de programmation assez simple. Donc, il se divise sur la gauche, vous pouvez retrouver toutes les étiquettes en fait qui correspondent aux différents capteurs. Sur la droite, les effecteurs, et sur la zone centrale, donc sur la zone de script, on va pouvoir associer ces différentes étiquettes suivant le formalisme si alors. Donc, si telle chose arrive, alors je vais faire telle chose. Donc c'est quelque chose qui est assez simple à prendre en main, du moins pour des adultes ou des élèves. Donc moi je m'intéresse plutôt au niveau lycée. Donc ce matin c'était plutôt au niveau collège, au niveau maternelle primaire que ça pouvait poser des difficultés. Donc on n'a pas ces difficultés-là. Ça c'est vraiment des choses qui sont bien prises en main par les enseignants. Et donc à la fin de la matinée, donc l'objectif était de réaliser un petit défi, donc formalisé sous forme d'un petit labyrinthe. Il devait reproduire l'un des comportements qui est préprogrammé, donc le comportement jaune pour ceux qui connaissent, donc l'espèce d'explorateur qui évite des obstacles. Voilà pour le Timio. Pour l'Ergo Junior, donc on utilise un langage de programmation visuelle par bloc, donc un Scratch-like. Donc vous voyez qu'il est déjà un petit peu plus complexe à manipuler pour quelqu'un qui n'avait jamais fait de programmation par ailleurs. Je ne vais pas développer plus. Et donc deux défis leur étaient proposés autour du robot. Un plutôt axé sur la partie capteur, donc avec le caméléon, enfin le défi caméléon qui utilisait la webcam pour faire de la reconnaissance de couleurs, et un deuxième défi axé plutôt sur les effecteurs, donc là où on se servait du robot comme d'une catapulte pour faire tomber une pile de gobelets. L'idée étant d'amener progressivement les personnes vers le concept de la boucle sensorimotrice. Pour les questionnaires, donc Talula vient de vous le présenter, donc je ne vais pas revenir là-dessus, donc le SUS très connu. Donc les résultats. On peut voir que le robot Timio a eu de meilleurs résultats que le robot Ergo, ce qui n'est pas étonnant puisque le Timio est spécialement dédié au public novice. Cependant, on peut remarquer que sur ce graphique sont présents également, donc sur les pointillés noirs,
on peut voir les résultats que j'avais obtenus lors d'une expérience précédente, donc l'année précédente, où là on avait utilisé le robot Ergo donc, dans un contexte écologique, c'est-à-dire que, enfin, comme je disais tout à l'heure, et donc de manière répétée. Et on voit que en fait, la différence entre le Timio et l'Ergo sur cette session de formation est significativement différent. Cependant, quand on compare les résultats qui ont été obtenus dans une situation écologique avec l'Ergo Junior et le Timio, les résultats entre ces deux contextes ne sont pas significativement différents. Donc c'est assez intéressant de voir que voilà, après un usage répété, on a des résultats qui peuvent varier. Pour l'attractif, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un questionnaire en fait composé de 28 paires d'antonymes. Donc je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais par exemple tout en haut vous avez technique humain, compliqué simple, pas pratique pratique. Voilà, donc, à évaluer donc sur une échelle de 7 points. Ces 28 items sont divisés en 4 sous-catégories. Je vais y revenir juste après. Donc là on peut voir les résultats également. On obtient la même chose qu'avec le SES, c'est-à-dire que les résultats sont significativement différents pour cette journée de formation, mais qu'on n'a pas de différence significative entre donc, le Timio pour cette formation et l'Ergo Junior dans un contexte écologique. Pour essayer d'interpréter un petit peu plus ces résultats, l'attractif propose une autre façon de représenter ces données. Donc en fait, typiquement, on va fusionner des catégories pour pouvoir revenir sur 2 dimensions et représenter sous forme de ce graphique. Donc les auteurs ont défini certaines zones pour essayer de traduire cette expérience utilisateur. Et donc voici nos résultats. Et donc un petit peu toujours les mêmes conclusions, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de différence notable entre le Timio, l'Ergo utilisé par les élèves en manière écologique et le Timio utilisé par les enseignants dans un contexte de formation. Autre chose qui est intéressante, c'est que sur l'axe Y, donc l'axe les qualités hédoniques, donc plutôt le plaisir et la beauté à utiliser ce type de technologie, on voit que aucun des groupes ne se démarque. C'est vraiment sur les qualités pragmatiques qu'on va avoir un léger distinguo. Voilà. Ce qui était intéressant ici, c'était surtout de voir une autre dimension, puisque jusqu'à présent, c'était essentiellement focalisé sur les élèves. Or, on sait que l'enseignant a un rôle déterminant dans l'acceptabilité de ces technologies dans la classe. Donc, on voulait voir dans un contexte de formation s'il y avait des résultats qui étaient vraiment très différents. Or là, ce n'est pas le cas. Passons à la suite. Donner un nom à un robot. Ça aussi, c'est quelque chose qui est qu'on retrouve souvent en robotique, notamment en primaire, même si c'est pas un terrain sur lequel je suis le plus présent. On a tendance à présenter les robots en disant ah ben voilà Ozobot ou Timio ou Ergo, enfin à leur donner un nom, quelque part à les humaniser. Avec autant de guillemets qu'on puisse mettre, en tout cas les sortir de leurs conditions de machine. Donc c'est ce point-là que j'avais voulu étudier via cette expérience. Alors comment ça se déroulait? Cette expérimentation concerne tout le monde. Ce sont des passations en ligne en fait, donc les personnes se rendent sur Internet et voilà. Donc, on leur propose une série de 6 vidéos où on leur demande, où là on voit, je vais vous les montrer les vidéos juste après. Et donc l'idée, c'est qu'ils doivent évaluer l'émotion qui est mimée par le robot dans ces vidéos. Donc ça, en fait, c'est la tâche qu'on leur donne, mais c'est pas ce qu'on cherche à évaluer vraiment. En réalité, nous, on a 2 conditions. On va avoir une condition où l'ensemble des questions sont formulées avec le mot robot et une autre condition où l'ensemble des questions sont formulées avec le mot Poppy. Et donc l'acceptabilité, enfin la peur envers les robots est étudiée via le questionnaire NARS. Donc les petites vidéos pour vous permettre peut-être de mieux comprendre. Ah, il faut un zut.
Ça, c'est dommage. Faudrait que je me connecte, en fait. J'avais pas pensé à ça. Bon, on vous voit un petit peu le robot humanoïde, donc qui mime des gestes. Je vais vous le faire moi, c'est peut-être moins prenant que si c'était le robot, mais typiquement, donc on va avoir la peur, donc on va avoir comme ça les gestes qui vont venir protéger le visage. On va avoir par exemple donc la surprise qui va être assez similaire, mais là, hop, c'est plutôt enfin voilà, ce genre de petites mimiques. Et donc voilà, donc ah oui non. Le protocole a une autre façon de le dire. Pardon, je me perds un peu parce que je viens de me perdre avec ces vidéos. Donc, le protocole est une autre façon de l'exprimer. C'est peut-être plus clair sous forme de graphique. Je ne vous le réexplique pas puisque je viens de vous l'expliquer, mais c'est clair pour tout le monde. Si vous avez des questions, c'est bon. Ok. Donc voilà, l'expérimentation est toujours en cours, donc je vous invite pas à la réaliser puisque maintenant vous connaissez l'objet d'étude, donc ça va biaiser les résultats. Par contre, à partager le lien avec plaisir. Les premiers résultats qui semblent paraître. La condition POPI serait corrélée avec un score plus élevé au NARS. Ça, c'est pareil, c'est un petit peu contre-intuitif, mais en fait, ça peut s'expliquer. Donc, l'idée, c'est que humaniser notre robot augmenterait le niveau de peur et de vigilance qu'on a envers ce robot. Il y a pas mal d'études qui se font comme ça sur l'humanisation des robots. On parle de l'Uncanny Valley, par exemple, où on a ce phénomène de projection de nos compétences et de nos propres peurs sur le robot. Et il semblerait que dans ce type d'expérience, on retrouve ce type de phénomène où, en humanisant le robot, on va augmenter la peur qu'on a vis-à-vis des machines et des robots en règle générale. Une autre chose qui est intéressante, donc comme vous pouvez le voir ici, donc dans ma condition contrôle, je posais le NARS en tout début de session afin de déterminer une ligne de base. Effet auquel je n'avais pas forcément pensé, enfin si, mais c'est qui biaise donc du coup l'activité de reconnaissance des émotions. Donc c'est quelque chose que je vais creuser un petit peu plus dans mes résultats, mais je trouvais ça intéressant de vous en faire part dès à présent. Donc autant l'expérimentation d'avant a déjà fait l'office d'une publication, autant celle-là, étant donné qu'elle est toujours en cours, n'est pas encore publiée. Donc voilà, il manque des informations. J'aurai le plaisir de vous les donner lors d'une autre présentation. Et donc on va passer à la troisième expérimentation que j'ai menée cette année, la dernière en date, où là on s'intéressait à, donc toujours dans la création des ressources pédagogiques associées au robot. Donc comment devait être présenté ou proposé un certain nombre de concepts. Donc ici, voilà, hop. Donc ici, on a réalisé cette expérimentation sur 53 élèves de 14 à 16 ans directement dans leur établissement scolaire. Donc on est toujours dans le protocole expérimental, donc c'est moi-même qui me suis déplacé dans l'établissement pour réaliser ces sessions. Qui durait environ 2 heures. Donc les élèves se répartissaient de manière autonome par groupe de 2. Et on leur proposait de transformer le petit Ergo Junior là, que j'ai là, que vous avez vu sur des photos, en une espèce de poule. Caractère qui peut paraître assez motivant, en tout cas intriguant chez les élèves. Hein, tout de suite, ils vous regardent avec des grands yeux. Mais comment transformer ça en poule? Donc on leur explique qu'avant de le transformer en poule, donc il va falloir passer certaines étapes. En l'occurrence, l'activité se divisait en 4 fiches. La première, s'assurer que l'élève était apte à utiliser le langage de programmation. La deuxième est que l'élève manipulait les éléments de base de l'algorithmique, donc les boucles, les conditions, ce genre de choses. Troisième fiche, donc s'assurer de la bonne prise en main du robot, puisqu'il y a quand même un certain nombre de fonctionnalités qui lui sont spécifiques et donc pour lesquelles l'élève doit apprendre à les manipuler avant de manipuler le robot.
Et donc enfin, le défi de la poule, donc c'est là où on observait, où il y avait deux conditions qui étaient distinctes. Je vais vous en parler juste après. Et donc, à la fin de tout ça, ils avaient des passations individuelles, donc avec le IMI, dont Kaloula vient de vous parler également, et plus un questionnaire de connaissances pour voir un petit peu ce qu'ils avaient acquis lors de la séance. Juste pour s'attarder sur le défi en tant que tel, puisqu'il n'y a vraiment que cette partie-là qui était différente pour les deux groupes. Hein. Les 3 premières fiches étaient exactement les mêmes pour les groupes. Donc voilà la fiche du groupe explicité, où donc on leur propose une petite vidéo illustrative. Je vais vous la montrer juste après. Est-ce que oui, celle-ci elle va fonctionner. Une petite vidéo illustrative, et ensuite après on va proposer différentes formulations, mais qui globalement expliquent la même chose. Donc de très haut à très bas, hein, vous voyez, construisez votre programme. Hein. La troisième, c'est il suffit de traduire ça avec les blocs Snap et on obtient l'algorithme qui permet de transformer notre robot en poule. D'un autre côté, donc on avait le deuxième groupe qui lui n'avait pas d'explication, où le comportement n'était pas explicité en tant que tel. En revanche, ils avaient à disposition donc un bloc Snap qui permettait d'exécuter la solution. Donc en tant que boîte noire, bien sûr, ils ne voyaient pas l'algorithme qui est à l'intérieur, mais pouvaient voir l'effet qui était produit. Globalement, celui-ci. Hop, hop. Donc là, on voit la poule. Pour ceux qui ne connaissent pas, le but était donc de faire ça, donc de faire bouger le corps tout en gardant la tête fixe. Et donc voilà le code en exécution. Donc un groupe avait les explications, l'autre groupe pouvait directement manipuler. Donc c'était ça ma petite démo, là je devais l'allumer et vous faire en direct. Voilà, fonctionne. Voilà pour les deux groupes distincts. Et donc ensuite, on a cherché à évaluer la motivation qu'ils pouvaient avoir dans ces deux contextes. Donc pour ça, j'ai utilisé donc le IMI, plus particulièrement 4 de ces sous-échelles, donc les compétences perçues. Je ne vais pas lire toutes les questions, mais ça vous donne un petit peu un ordre d'idée de ce qu'on entend par compétences perçues. La deuxième échelle, donc les efforts fournis. Donc j'ai mis beaucoup d'efforts dans cette activité, je n'ai pas vraiment essayé de bien faire cette activité. Voilà. L'intérêt, le plaisir d'avoir effectué cette activité. Et la quatrième, les pressions et les tensions ressenties lors de l'exercice de cette activité. Et donc en plus, il y avait un petit QCM donc, composé de 5 questions, voir s'ils avaient acquis les différents éléments qui étaient fournis dans les fiches. Donc voilà, donc les résultats. Alors je précise que ce sont des résultats, ce sont des brouillons de résultats. Je n'ai pas fini de traiter les premiers, enfin je n'ai pas fini de traiter les résultats. D'ailleurs vous pouvez remarquer que là, vous voyez sur questionnaire de connaissances, vous doutez bien que c'est pas du tout la même échelle, c'est pas du +3, -3. Hein. Donc il y a encore pas mal de travail à faire sur ce graphique. Mais d'ores et déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que par rapport à l'effort fourni, les élèves qui ont eu le bloc de démonstration ont eu l'impression de fournir moins d'efforts pour réaliser l'activité, ce qui peut se comprendre puisque de prime abord, ils avaient la résolution de l'activité avant même de l'avoir fait. Donc on peut comprendre qu'ils aient eu l'impression de fournir moins d'efforts. Par contre, ça n'a pas donné lieu à de différences. Certains ont réussi le défi, d'autres non, mais ça ne semblait pas corrélé aux différentes conditions. L'autre distinction qui était intéressante, c'est au niveau donc, du questionnaire de connaissances, où on a également une différence significativement moindre que celle de l'effort fourni, mais qui semble bien présente, où donc les élèves ayant eu la démonstration auraient mieux acquis,
approprier les différents contextes qui leur étaient présentés, notamment donc, autour de la boucle sensorimotrice, qui était le point d'orgue de cette activité. Voilà, voilà. Pour les perspectives autour de ces 3 expérimentations, déjà, reproduire à une plus large échelle, ça a été une année compliquée pour aller sur les terrains d'expérimentation, du moins au niveau du lycée. C'était un petit peu... Enfin, bon, bref, j'ai pas eu tous les groupes que j'aurais voulu, j'ai pas pu réaliser les choses dans l'ampleur que j'aurais voulu. Donc c'est pour ça que tous ces résultats sont à prendre aussi avec certaines pincettes, étant donné que les effectifs ne sont pas forcément très volumineux. Et parfois dans des contextes un petit peu biaisés, comme le soulignait Laurent tout à l'heure pour l'expérimentation sur le dragster. Une autre perspective, ce serait bien sûr donc de mettre en place les autres protocoles qui ont été développés et qui n'ont malheureusement pas pu être testés. Et enfin, intégrer à long terme les différentes choses qu'on a pu, les connaissances qu'on a pu acquérir, typiquement sur le fait d'utiliser le nom du robot ou d'utiliser la dénomination le robot, voilà, dans les différentes activités qu'on propose. Actuellement, c'est un petit peu mis aléatoirement suivant les différents auteurs. Ça pourrait être intéressant d'avoir de vrais guidelines qui nous disent, bon, dans telle circonstance, plutôt l'appeler un robot ou une machine, ou dans telle circonstance, plutôt chercher à l'humaniser pour voilà, faire amener à réfléchir sur d'autres concepts. Donc voilà pour ces différentes perspectives. Je vous remercie.